Bonjour à toutes et à tous. Merci aux courageux d'être présents. Ça ne sera pas une répétition, on va le faire devant quelques personnes. Merci à vous d'être là si tôt ce jeudi matin. Donc, c'est la dernière séance des tendances du pavillon présentée par la direction de la maîtrise d'ouvrage et politique patrimoniale. Vous avez l'ensemble des collaborateurs qui sont présents ici. Donc on va vous parler des différentes thématiques qu'on considère comme impactantes pour votre activité aujourd'hui ou demain. On va parler adaptation au changement climatique, probablement la nouveauté qui va impacter le plus les bailleurs dans les années à venir après tout le travail que vous avez fait sur l'atténuation. On va parler réglementation. On suit ça avec beaucoup d'attention et on est soumis à de nouvelles réglementations très régulièrement. On va parler copropriété, décarbonation énergie parce que ça reste un élément important. On va parler en rue et on va parler cycle de l'eau. Je passe tout de suite la parole à Yvan Frelet qui va vous parler de la réglementation. Merci Alban, bonjour à toutes et à tous. Je vais juste récupérer la petite télécommande. Merci. Donc on va commencer par l'actualité réglementaire qui est riche en cette matinée, en cette rentrée. Je vais commencer du coup par la 2G et la 3G. C'est un sujet qui a déjà été abordé lors du congrès de l'année dernière dans une séquence sur les contrôles d'accès et sur l'évolution vers le Vigic Plus où un mot avait été dit sur la 2G 3G. Les opérateurs téléphoniques ont donc décidé d'éteindre la technologie 2G 3G. Vous voyez à l'écran, en fait, vous avez le calendrier en fonction des opérateurs. La région sud-ouest sera la première concernée puisque la fin de la 2G pour Orange est prévue à fin mars 2026. Les impacts pour les bailleurs, les contrôles d'accès, je viens de vous en parler, les systèmes de télésurveillance d'alarme qu'on peut avoir sur les pompes de relevage par exemple, et les téléalarmes d'ascenseurs. Donc face à ces échéances, le ministère du Logement travaille sur des évolutions réglementaires qui sont plutôt axées sur les ascenseurs. Un des premiers points, c'est l'information des propriétaires par les ascensoristes lors des visites régulières qui ont lieu tous les 6 mois. Un autre sujet, c'est la mise à niveau de l'équipement qui sera fait à l'occasion du contrôle qui a lieu tous les 5 ans, contrôle des ascenseurs qui a lieu tous les 5 ans. Donc l'USH va lancer une étude au 4e trimestre ainsi qu'un groupe de travail. Je vous ai mis un petit QR code pour ceux qui sont intéressés pour participer à ce groupe de travail et chercher des informations. Deuxième sujet, le RPLS. C'est un sujet qu'on traite aussi avec la DHUP. Le président de la République a souhaité une meilleure identification de l'accessibilité des logements avec une future mise à jour du RPLS. Actuellement, seuls les utilisateurs de fauteuils roulants, l'accessibilité des utilisateurs de fauteuils roulants est renseignée. Et à l'avenir, nous aurons également le handicap sensoriel et le handicap auditif. Donc là aussi, on va mener un cahier repère pour vous accompagner sur la cotation de votre patrimoine et pour travailler un peu plus loin sur l'adaptation des logements au handicap et au vieillissement. Donc là aussi, un petit QR code si vous souhaitez participer au groupe de travail. Troisième sujet, la sécurité incendie. Et dans la sécurité incendie, 3 sujets. Le premier, l'habitat inclusif. Un décret et un arrêté sont sortis en juin 2025 avec une application au 1er janvier 2027, application au premier entrant et donc pas au dépôt de permis de construire. Donc vous avez à l'écran un certain nombre de points d'attention à avoir sur vos opérations en cours si vous les livrez après le 1er janvier 2027. Autre sujet, le stationnement, la mise en place d'IRVE et de véhicules électriques dans les parcs de stationnement en sous-sol pose des questions aux services de sécurité. Et donc, il se repose des questions pour une évolution réglementaire sur la sécurité incendie des parkings en sous-sol. Là aussi, on participe à un certain nombre de groupes de travail et on reviendra vers vous quand on aura des éléments probants à vous proposer. Dernier sujet sécurité incendie, la construction bois. Des arrêtés devaient sortir cet été. Ils ont été repoussés à la fin de l'année, voire au début de l'année prochaine. Vous avez à l'écran les premiers points qui ont déjà été annoncés par la DHUP sur lesquels travailler. Là aussi, on travaille avec eux, avec la filière de la maîtrise d'ouvrage. On a demandé une étude d'impact économique et environnemental pour juger de la future réglementation à venir. Et dernier sujet, ce n'est pas un sujet réglementaire, c'est un sujet normatif. On constate un renforcement des normes actuellement.
Donc un point de vigilance, même si elles ne sont pas d'application obligatoire, quand vous les mettez dans vos CCTP, ça vous engage. Donc un point d'attention à avoir. L'USH participe à un certain nombre de commissions normatives, que ce soit sur la... j'ai oublié un mot, sur les diagnostics immobiliers, sur le plomb, sur l'amiante, sur le dimensionnement des parcs de stationnement. Et puis une norme vient d'être mise à jour, c'est celle des garde-corps. Elle est applicable pour les permis déposés depuis le 1er juin 2025. Le point d'attention particulier, c'est l'appui précaire qui était à 45 cm, qui passe à 60 cm, à la fois en hauteur, mais également en profondeur. C'est tout pour moi et je vais passer la parole à Jérémy. Oui, merci Yvan. Bonjour à tous. Quand on parle de changement climatique, on pense souvent aux émissions de gaz à effet de serre et aux économies d'énergie. Mais pour les organismes de logement social qui logent plus de 10 millions de personnes, il y a un autre enjeu tout aussi important, l'adaptation des bâtiments au changement climatique. Inondations, canicules, retrait-gonflement des argiles, submersion, ce ne sont plus des aléas exceptionnels, ce sont des phénomènes récurrents, durables, qui touchent déjà vos territoires et votre patrimoine. Et demain, ils seront plus fréquents et plus intenses. Au-delà de la performance énergétique, les organismes de logement social vont devoir intégrer dans leur politique patrimoniale la question de la résilience pour concevoir, rénover et gérer le bâti existant. Comment protéger les locataires, leur confort, leur sécurité, mais aussi la valeur et l'intégrité du parc social. Alors on a un premier point sur la taxonomie européenne qui a été mise en place par l'Europe. Celle-ci inclut aussi l'adaptation au changement climatique. Concrètement, pour qu'une opération soit alignée sur cet enjeu, il faudra être capable d'identifier les risques climatiques qui la concernent et définir un plan d'adaptation. L'USH et la Banque des Territoires ont publié un rapport détaillant les impacts de la taxonomie européenne pour les opérations HLM, qui est disponible sur le centre de ressources. Et dès octobre 2025, la Banque des Territoires demandera systématiquement ces informations pour toute demande de prêt, en construction neuve comme en rénovation. Aujourd'hui, l'alignement n'a pas d'incidence directe sur le financement, mais demain, il est probable qu'il devienne un critère déterminant pour accéder à certains prêts. Alors pour agir, il est évidemment nécessaire de savoir où sont les risques. C'est pourquoi on a mis en place avec la Banque des Territoires la plateforme PrioRéno Logement Social qui met déjà gratuitement à disposition à l'ensemble des organismes une évaluation de l'exposition du parc social à 10 aléas climatiques avec une projection à 2030, 2050 et 2100. Et ce travail va être complété à moyen terme grâce à une étude qu'on va mener conjointement USH Banque des Territoires pour élaborer un cadre méthodologique commun au secteur HLM afin d'évaluer la vulnérabilité des bâtiments et les risques associés. Et du coup, une fois que les méthodes seront développées, on les intégrera à moyen terme dans PrioRéno et ça permettra donc à chaque organisme de prioriser les bâtiments à fort risque. L'étude souhaite également proposer un langage commun sur le sujet complexe de l'adaptation au changement climatique entre bailleurs, financeurs et assureurs. Alors, autre point, c'est une fois qu'on a les diagnostics, il faut pouvoir, une fois que les risques sont identifiés, il faut pouvoir agir. Donc, cela peut passer par des solutions simples, protéger les façades avec des brise-soleil, végétaliser les cours, désimperméabiliser les parkings pour mieux absorber l'eau. Mais parfois, ce sont des interventions beaucoup plus lourdes, notamment pour le risque de retrait-gonflement des argiles. Donc, l'USH et plusieurs bailleurs participent à différents projets de recherche en cours, notamment un projet qui est mené par l'AQC avec CEF RGA, qui explore des solutions de prévention face au sol argileux, ou encore Renoptim, qui est piloté par le CSTB, qui travaille sur la surchauffe estivale. Donc, ces travaux permettront à long terme de bâtir un référentiel technique clair pour chaque type de risque. On arrive ensuite à la question du financement. À date, il n'existe pas de financement spécifiquement dédié aux travaux d'adaptation au changement climatique. En revanche, la Banque des Territoires propose tout de même une enveloppe de 3 millions d'euros de crédit d'ingénierie, donc à destination des organismes et des associations régionales, pour cofinancer diagnostics et plans d'adaptation au changement climatique. Donc si jamais vous êtes intéressé, je vous invite à vous tourner vers votre direction régionale, puisqu'il reste encore un peu d'enveloppe sur les 3 millions. Donc c'est un début, mais pas à la hauteur des besoins. Demain, il faudra sans doute inventer de nouveaux dispositifs, comme on a pu le faire pour Seconde Vie. Sinon, les bailleurs sociaux risquent de se retrouver face à un mur financier infranchissable.
Et dernier point, la question des assurances. Le coût annuel des catastrophes naturelles est passé de 1,5 milliard dans les années 80 à 6 milliards sur les 5 dernières années, d'après France Assureur. Et cette tendance aura mécaniquement un impact sur les primes d'assurance. Là encore, l'adaptation n'est pas une option, c'est une condition de soutenabilité financière. Du coup, l'adaptation au changement climatique est vraiment doit devenir un impératif. Les bâtiments construits aujourd'hui, ou rénovés d'ailleurs, doivent être sobres en énergie, mais aussi être capables de résister aux aléas climatiques. Chaque organisme doit intégrer ces enjeux dans son PSP. Car un bâtiment non adapté aujourd'hui, c'est un bâtiment fragile demain, pour ses habitants comme pour l'équilibre financier des structures des organismes. Et je passe la parole à Rémi. Merci. Merci Jérémy. Si la suite veut bien passer, pardon. Il y en avait encore. Alors, éradication ou décarbonation, faut-il choisir? Donc, sur le pavillon, il semble presque impossible de sortir le DPE de ces tendances, tant il prend de la place désormais dans vos stratégies patrimoniales. On est parti d'un simple outil qui était fourni comme ça à titre indicatif aux usagers à la véritable boussole de la réhabilitation et de la politique du bâtiment en France. Or, cette boussole a la fâcheuse tendance de changer régulièrement de nord, qui rend impossible l'établissement d'un cap clair. Historiquement, la réglementation du parc de bâtiments était presque uniquement pilotée par le neuf et sur la performance énergétique du neuf. Le problème de ce type de stratégie, c'est que ça ne permet que des transitions lentes du parc. On voit le parc automobile qui est un peu le même type de problématique. Et donc finalement, avec la crise économique qui se succède, les crises énergétiques qui se succèdent et la crise climatique qui est à nos portes, un besoin d'accélérer s'est fait ressentir, d'où l'introduction de la loi climat et résilience que vous ne connaissez que trop bien, qui vise la sortie progressive des bâtiments les plus consommateurs d'énergie du parc, déjà les G cette année, puis les F et les E qui suivront en 2028 et 2034. Donc on est rentré vraiment dans une course à la décence énergétique. Or, en 2021, en parallèle de la production de cette loi, le dispositif DPE en lui-même évoluait déjà une première fois d'une manière vraiment majeure, puisqu'on est passé d'une transition, en tout cas vraiment d'un affichage réglementaire fort, de purement les étiquettes énergétiques et informationnelles sur les climats énergétiques et climat. Et donc le carbone est rentré dans cette danse. Donc la question après du traitement des bâtiments n'est plus d'attaquer que les bâtiments les plus consommateurs d'énergie, mais les plus consommateurs et émetteurs de gaz à effet de serre. Or, au sein de vos patrimoines, ces ensembles peuvent être un peu largement disjoints. Et donc après, la question se pose de comment aborder la transition énergétique et carbone de ce parc, justement avec ces ensembles qui peuvent être discordants. Et donc les modes d'intervention eux-mêmes à mettre en face sont radicalement différents. Est-ce qu'il faut privilégier plutôt une approche composant? Est-ce qu'on est sur des approches plus globales au niveau de l'enveloppe et de la ventilation? Est-ce qu'on fait du changement de vecteur? Est-ce qu'il faut faire les deux en même temps? Est-ce que pour des enjeux de carbone, il faut faire l'un puis l'autre ou l'autre puis l'un? Même si on entend que régulièrement la réponse est simple, il suffit de tout faire en même temps dans les plus hauts niveaux de performance, on le sait, et désormais c'est aussi rappelé par la Banque des territoires, on ne saura pas tout faire en même temps avec les plus hauts niveaux de performance énergétique. La réponse n'est pas évidente. Vous gérez déjà de la rareté et on continuera de défendre avec vous l'idée qu'on ne doit pas complètement sacrifier la production locative sur l'autel de la réhabilitation énergétique et carbone du parc. Il faut trouver un équilibre sur tout ça. Et donc, décarbonation, justement, finalement, si un outil conventionnel comme le DPE a du sens pour lancer un mouvement, comme on l'a dit, le but c'était quand même de lancer une réhabilitation globale du parc national français, avec plus ou moins de succès. Ce qui va vraiment intéresser au bout du bout et nos locataires et le climat, ça va être le réel, c'est les factures, c'est les tonnes de carbone économisées au bout. Et donc nous, ce qu'on défend pour la prochaine période qui va suivre la course à la décence, c'est une approche par le réel autour de la neutralité carbone et de l'adaptation au changement climatique. Cette tendance, on la retrouve déjà chez certains de vos partenaires, y compris les financeurs qu'on évoquait avant, notamment la Banque des territoires, qui envisagent des bonifications de prêts sur constat d'économie réelle après travaux. Et aussi les C2E envisageaient d'explorer cette voie. Donc en résumé, bien que la boussole soit déboussolée, il est important d'agir dès aujourd'hui, mais sans lâcher un petit peu les ambitions également de demain. Et donc nous, au sein de l'USH, on va tâcher vraiment d'essayer de vous offrir un cadre de réflexion un petit peu plus apaisé concernant le DPE, histoire de le remagnétiser et vous permettre d'aller et continuer d'aller sur le temps long. Nous, vraiment, on compte vous offrir la possibilité de travailler sur quelque chose qui vous a toujours beaucoup plus parlé, le réel. Et là, je propose de passer la parole à ma voisine Christelle.
Merci. Alors, moi, je vais vous parler de copropriété, plus exactement de copropriété mixte, car vous le savez, depuis plusieurs années, les organismes HLM voient leur parc locatif se transformer, puisqu'environ 15% du parc HLM est géré maintenant en copropriété. Alors, ce chiffre de 15%, c'est une moyenne nationale, ce qui veut dire que pour certains bailleurs, certains, ça peut représenter 5-10% de leur parc, quand chez d'autres, ce parc locatif géré en copropriété peut représenter 50%. Donc, cette mutation qui est accélérée par les politiques de vente de patrimoine, d'achat en VFA et de participation au plan de relance public nous place face à un nouveau paradigme, celui donc du bailleur HLM copropriétaire. Ce changement de statut n'est pas neutre pour le bailleur, il complexifie ses métiers, ses organisations et il crée une relation singulière avec un acteur incontournable qui est le syndic. Alors, comment surmonter ces défis ? Les organismes, lorsqu'ils deviennent copropriétaires, 5 grands enjeux émergent, bousculant leurs pratiques professionnelles. Alors, premier enjeu, celui de la gestion patrimoniale. Et en effet, comment éviter que la copropriété mixte ne devienne une passoire énergétique, faute de travaux votés à temps par les copropriétaires privés. Deuxième enjeu, c'est celui de la maîtrise des charges locatives. Les locataires HLM habitant en copropriété payent souvent des charges un peu plus élevées que lorsqu'ils sont en résidence 100% HLM. Donc ça, c'est un constat. Et donc, comment tenter d'aligner ces charges locatives alors que les bailleurs HLM ne maîtrisent plus directement les contrats de prestation ? Troisième enjeu, celui du rôle du bailleur. Par exemple, doit-il être membre du conseil syndical ? Quatrième enjeu, celui de la qualité de service. En effet, comment offrir aux locataires HLM un niveau de service équivalent à celui des résidences 100% HLM, alors que les interventions dans les parties communes ne sont plus à la main du bailleur, mais à la main du syndic. Et enfin, dernier enjeu, la relation bailleur-syndic. Alors ça, c'est un nouveau défi pour le bailleur. Et comment donc passer d'une logique de prestation à un partenariat équilibré, alors que les organismes doivent piloter, pour certains, plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines de syndics. Alors ces enjeux ne sont pas théoriques, ils impactent directement les capacités des organismes à remplir leur mission sociale dans un contexte de copropriété mixte. Face à ces défis, les organismes se professionnalisent, s'adaptent, et 3 leviers sont actionnés, notamment en termes d'organisation, la mise en place d'outils dédiés et une appropriation du fonctionnement des copropriétés. Donc vous l'aurez compris, c'est une gestion locative plus complexe, plus exigeante, obligeant donc les bailleurs à l'aborder différemment, ce qui implique de nouvelles compétences et une collaboration étroite avec les syndics. Donc justement, le syndic, comme je vous le disais, c'est un acteur clé dans la copropriété, puisque c'est lui qui assure la gestion au quotidien de la copropriété et les exécutions des décisions prises en assemblée générale. Bailleurs et syndics ont des attentes propres. Donc, côté bailleur, donc celui-ci attend du syndic une réactivité, une transparence, une expertise patrimoniale pour anticiper les risques. Et côté syndic, celui-ci attend du bailleur qu'il soit un vrai partenaire dans l'assemblée générale. Bailleurs et syndics ont une compréhension mutuelle des enjeux et des irritants, et tous ont une ambition commune, celle d'assurer le bon fonctionnement de la copropriété au quotidien et sur le plus long terme. Alors des solutions existent. Dans les partenariats les plus aboutis entre syndics et organismes, eh bien ceux-ci ont formalisé des méthodes de travail, ont mis en place des process pour vraiment avancer ensemble et faciliter le travail des collaborateurs des 2 parties. Alors, à l'USH, nous avons créé un réseau métier en 2018 qui rassemble une 50aine d'organismes qui se rassemblent 2 à 3 fois par an pour aborder tous les sujets donc de la copropriété et l'exercice du métier de syndic.
Et depuis le début de l'année, nous avons lancé une étude pour accompagner les organismes HLM impliqués dans les copropriétés afin de les doter d'éléments de méthode et d'outils pour gagner en efficacité opérationnelle. Une rencontre s'est tenue hier à ce sujet et cet après-midi à 14 h, ici même, nous aborderons justement la qualité du partenariat entre un syndic et un bailleur. En conclusion, donc, les copropriétés mixtes sont une opportunité pour les bailleurs de repenser leur métier et une occasion de saisir cette chance pour innover en collaboration avec les syndics au bénéfice des locataires. Merci, je laisse la parole à ma collègue Véronique. Merci. Alors, un petit point sur l'eau, la gestion de l'eau par les organismes HLM. Il y a plusieurs entrées possibles et vous faites pas mal d'actions sur ce thème-là, qui sont représentées sur le petit schéma ici, soit une gestion à la parcelle, donc une gestion intégrée des eaux pluviales. Et en fait, c'est le fait que l'eau qui tombe reste sur place et n'est pas embarquée dans des tuyaux. Vous pouvez aussi réutiliser ces eaux pluviales, soit pour des arrosages extérieurs des espaces verts, soit pour l'utilisation pour les chasses d'eau, les toilettes. Il y a de plus en plus, et là il y a un verrou réglementaire qui est en train de sauter, mais on peut plus facilement réutiliser aussi les eaux grises, c'est-à-dire les eaux de douche, de salle de bain, pour par exemple les chasses d'eau. Bien sûr, le risque inondation, on est en train de le cartographier et il est pris en compte dans l'adaptation au changement climatique. On voit apparaître aussi des toilettes sèches en logement collectif. Il y a plusieurs projets avec ce type de toilettes séparatives, voire aussi de récupération, de traitement des urines. Donc il y a toutes des boucles d'économie circulaire qui se forment là-dessus. Et puis bien sûr, par rapport à la gestion des eaux pluviales, ça permet aussi de végétaliser et de désimperméabiliser. Donc vous voyez qu'il y a plusieurs entrées, plusieurs thématiques possibles, mais c'est un enjeu de gérer l'eau par rapport au changement climatique, bien sûr, et le fait aussi que l'eau potable à l'intérieur des logements ne soit plus forcément acquis. Ce ne sera plus une certitude dans les années à venir. Et on voit déjà donc, des permis de construire qui ne sont plus autorisés faute d'eau, voire des communes sur lesquelles l'eau est coupée pendant plusieurs mois. Donc c'est déjà un sujet d'actualité. Là-dessus, il y a aussi une réglementation qui évolue, avec notamment sur le 9, l'évolution de la RE 2020 avec un indicateur eau qui deviendrait réglementaire. Donc c'est une concertation en cours, ce n'est pas encore passé, mais avec un seuil de consommation d'eau potable maximale par personne et par logement, avec des seuils qui pourraient être atteints en mettant des équipements hydroéconomes, donc ce que vous faites déjà, mais un seuil niveau 2 qui entraînerait l'obligation d'utiliser des eaux non conventionnelles. Et par eau non conventionnelle, on entend les eaux grises, les eaux pluviales. Et ça aussi, c'est une évolution de la réglementation. On parle d'EICH, donc des eaux impropres à la consommation humaine. C'est un nouvel arrêté qui date de juillet 2024 et qui rend possible l'utilisation de ces eaux non potables pour certains usages à l'intérieur des logements. Donc c'est le cas de l'arrosage, c'est le cas des chasses d'eau, des fontaines et de l'entretien, du lavage des sols et des voitures. Donc voilà, l'USH travaille sur tous ces sujets. Il y a plusieurs publications. On a mis en place le baromètre et cette année, sur ce challenge eau, on mesure le nombre de mètres carrés désimperméabilisés. Et c'est la région Grand Est, non pas du tout, Hauts-de-France qui a gagné. Et on a remis le challenge hier. Et on réalise une étude aussi pour suivre la consommation d'eau à l'intérieur des logements. Voilà, petit point sur l'évolution du renouvellement urbain. Oui, la télécommande, s'il te plaît. Bon, malheureusement, comme le temps va nous manquer, vous aurez le droit qu'à la version très accélérée de mes propos. Et donc, de toute façon, je reste disponible aujourd'hui si vous voulez échanger sur les enjeux de l'énergie. Donc, je vais juste vous donner un petit peu le résumé de cette séquence que j'avais prévue. Donc on voit que les cartes au niveau du paysage énergétique sont brouillées, que ce soit au niveau un petit peu national comme international.
Mais bon, la bonne nouvelle, c'est que pour l'instant, les prix tendances de marché sont plutôt une stabilisation, voire une baisse sur les marchés moyens et long terme. Le problème, c'est qu'on n'est vraiment pas du tout à l'abri de nouvelles tensions géopolitiques et les discussions autour des réserves stratégiques de gaz ne sont pas tout à fait consolidées au niveau de l'Europe. Donc, tant que l'hiver n'est pas trop rude, on devrait quand même s'attendre à quelque chose d'un petit peu plus stable du point de vue du coût des énergies sur le court terme. Cependant, en face de ça, malheureusement, il y a d'autres composantes au prix de l'énergie que juste effectivement la molécule ou l'électron ou le bois. Il y a également tout ce qui est fourniture et tout ce qui est taxe. Et là, sur ces aspects-là, il y a beaucoup d'évolutions en cours. Il faut comprendre augmentation ou prochaine augmentation. On a déjà vu une refonte du principe des taxes et de la réunion, aussi bien en électricité que gaz, sous le terme d'axis du sujet. Et on le voit, les difficultés autour de concilier à la fois difficultés réelles des industries et des ménages et ambition de décarbonation énergétique pour la France, qui ne sont pas toujours faciles à concilier. Les évolutions du TURP, qui avait été, donc tout ce qui est par réseau, qui a été fait un peu en cohérence avec tout ça pour éviter des effets yo-yo sur les consommateurs. Et également, à côté de ça aussi, l'entrée dans la danse prochaine des quotas européens dans leur phase 2 qui vont intégrer le bâtiment et la mobilité, et donc qui vont enchérir le coût des énergies d'un prix à la tonne carbone. Et en face de ça également le dispositif de biogaz, le CPB, qui lui aussi sera un principe dont on pourra peut-être bénéficier d'aspects redistributifs, mais qui aura un impact aussi sur le coût du mégawattheure de gaz. Et donc une fois qu'on cumule les deux, c'est à peu près 15 € du mégawattheure qui sont attendus en évolution, d'après les connaissances actuelles, dès 2028. Donc ça veut dire qu'il va falloir quand même sans doute réfléchir un peu différemment les enjeux de l'énergie, des énergies renouvelables, avec des énergies qui globalement vont vers un rembrayage des mécanismes de renchérissement, en tout cas au moins pour les énergies les moins vertueuses. Je passe tout de suite la parole à Anne pour qu'on maîtrise un petit peu le timing et je serai à disposition si vous voulez échanger davantage sur les enjeux énergétiques. Oui, bonjour à tous. Donc, voilà, moi c'est plus pour vous donner quelques indications sur la façon dont actuellement l'USH participe aux réflexions qui ont cours sur le prochain programme de renouvellement urbain. Donc fin 2023, c'est vrai que cette question est devenue urgente puisque le NPNRU était à la fois en plein boom opérationnel, on fêtait les 20 ans de l'ANRU et une mission avait été confiée donc, pour réfléchir à l'avenir de la politique publique de renouvellement urbain. Donc au niveau de l'USH, très vite, on a fait valoir le fait de participer à cette démarche, les OLS étant des acteurs clés de ces projets de renouvellement urbain. 65% des investissements étant portés par les organismes. Donc un groupe de travail a été mis en place au sein de l'USH avec 20 organismes, un séminaire aussi a été conduit et l'ensemble des réflexions a été débattu et validé en commission quartier sécurité emploi au niveau de l'Union sociale pour l'habitat. Donc il y a une première contribution que vous allez voir, le vert, excusez-moi. Voilà, donc une première publication, donc quel avenir pour la politique publique de renouvellement urbain, qui a été remise en main propre l'année dernière au Congrès à Montpellier, à Valérie Létard qui venait d'être nommée. Cette contribution, elle donne à la fois le bilan en fait, des 20 ans de renouvellement urbain, elle exprime les conditions de réussite pour le programme en cours, ça c'est quelque chose qui très vite est apparu comme étant une urgence, une interpellation forte, comment déjà finir le programme en cours dans des bonnes conditions et aller jusqu'au bout. Le mouvement HLM ensuite dans ce guide préconise aussi de cibler cette politique en priorité sur les quartiers QPV et enfin appel à la mobilisation de l'ensemble des politiques de droit commun autour des projets de renouvellement urbain. La deuxième étape, et donc c'est l'objet de la deuxième publication que vous voyez aussi sur votre droite, quel territoire pour le programme de renouvellement urbain, elle s'est attachée en fait à définir les sites, arriver à les quantifier et à les caractériser. Donc il y a deux approches qui ont été conduites. Une approche statistique qui était basée sur l'analyse de bases de données sur les QPV 2024 et sur aussi les territoires ultramarins. 420 QPV sont apparus comme étant encore ayant un besoin en fait d'une intervention en renouvellement urbain et
203 000 logements étaient identifiés au niveau de cette enquête, de cette analyse, comme nécessitant une intervention. La deuxième approche qu'on a pu conduire avec l'appui de la Banque des Territoires, c'est une approche plus qualitative, au moyen d'une enquête auprès des organismes. Donc on a eu beaucoup de réponses en très peu de temps, et cette enquête a permis, elle, de déceler 349 sites, dont 282 en QPV, qui nécessitaient, toujours selon les organismes, une intervention, et ça représentait potentiellement 225 000 logements. Donc, d'un côté, voilà, le nombre de réponses à l'enquête a montré l'attachement et puis l'intérêt en fait des organismes à cette politique de renouvellement urbain. Après, voilà, le volume identifié, aujourd'hui, il faut le prendre avec certaines précautions puisque c'était une démarche volontaire et en aucun cas, ça représente l'exhaustivité du besoin. Actuellement, où on en est. Donc, pour le coup, lors du discours de clôture des Journées de l'ANRU, Valérie Létard a annoncé avec beaucoup d'applaudissements, donc que la mission de préfiguration devait être lancée. En août, c'est Philippe Vandemal qui a été désigné pour conduire cette mission. Et donc, côté USH, aujourd'hui, on amorce un peu la troisième étape, donc celle qui va donc permettre de développer à la fois et de réfléchir de nouveau avec les organismes sur quels sont les objectifs prioritaires de ce futur programme, sachant que 3 ont été déjà identifiés, ça rejoint les séquences précédentes. Il y avait quand même la question de l'adaptation au changement climatique, la question en fait aussi de réintervenir sur le patrimoine existant pour l'adapter du mieux possible aux besoins actuels des ménages, et aussi de travailler dans un cadre de sobriété foncière et de comment optimiser le foncier peut-être disponible. Donc ce troisième volet, donc ça sera aussi le moyen de participer à la doctrine en fait d'intervention et aux modalités de conduite de ce futur programme. Et le dernier point, et non des moindres, ce sera surtout de définir les modalités de financement qui seront les plus adaptées pour pouvoir accompagner les organismes dans ce futur programme.